Avant de commencer justement d'aller rejoindre Nora, peut-être vous présenter Rachid Santaki qui est juste là. Rachid, lève-toi s'il te plaît, je vais offrir un micro à Rachid Santaki, celui-ci. Ah, ça va Rachid? Ça va, bonsoir. Merci, vous pouvez l'applaudir Rachid. Bonsoir. Rachid, tu fais partie de nos premiers pitchers, il y en aura 3 tout au long de cette émission. Oh, tu peux rester debout ici. Hein. Le micro marche. Si. Est-ce que vous entendez Rachid? Tout le monde entend Rachid ou pas? Non, alors je vais passer mon micro à Rachid, c'est très simple. Mon cher Rachid, te présenter en quelques mots, c'est compliqué. On peut dire que tu es, ce qui est sûr, tu es auteur, journaliste, aussi romancier, scénariste, spécialisé en culture hip-hop et street marketing, né à Saint-Ouen, encore un mec de Saint-Ouen, hein, décidément. Et il a fait ses premiers pas dans la presse avec la revue 5 Style ou 5 Style, comme vous voulez. Il a publié plusieurs livres, La Petite Cité dans la Prairie, Les Anges s'habillent en Kaira, des chiffres et des litres, et travaille actuellement sur les prochains volets de la trilogie des blocs, des projets télévisuels et cinématographiques. On parle en ce moment aussi il paraît que Backfilm t'a embauché. C'est vrai ou pas? Si t'as pas envie d'en parler, tu peux... Non. Et en fait, je travaille pour plusieurs boîtes de prod ou avec plusieurs réalisateurs. Ouais. Après, je vais peut-être laisser poser des questions. Bien sûr. Voilà la question que je voulais te poser. Tu es le premier pitcher. Tu as donc 3 minutes pour nous expliquer quelque chose qui, dans nos têtes, n'est pas encore très clair. Comment est-ce qu'on passe, toi qui es auteur, et je l'ai dit, tu as été journaliste, tu as publié des revues, mais aussi des bouquins. Comment est-ce qu'on passe de l'écriture des bouquins à l'écriture pour le cinéma, pour les écrans en tout cas, cinéma, séries, etc., etc. Je te laisse 3 minutes. Au bout de 3 minutes, comme dans La Petite Maison dans la Prairie, mais voilà. Donc au départ, en fait, j'ai commencé par les romans, mais les romans, en fait, c'était un moyen d'aller vers l'écriture audiovisuelle. Donc je pensais que écrire des romans, ça pouvait permettre d'accéder à ça, et finalement, l'écriture littéraire et celle audiovisuelle, c'est 2 choses complètement différentes. C'est vrai qu'un roman, t'es tout seul, et donc tu peux, tu construis ton univers, tu développes tes personnages, tandis qu'au niveau de l'audiovisuel, en fait, il y a pas mal de contraintes. Il y a d'abord, faut présenter un projet, peut-être sur 2 pages, un pitch, peut-être un synopsis. Ensuite, tu as une deuxième étape qui va être tout ce qui est bible des personnages et proposer un traitement. Et après, tu vas jusqu'au dialoguer, donc c'est beaucoup plus laborieux parce que tu as plusieurs circuits de validation. T'as d'abord éventuellement, ça dépend du format, mais si tu passes par le long, bah forcément tu as la prod. Donc, et la prod, elle peut avoir un point de vue complètement différent. Moi, je suis plutôt sur un univers, tout ce qui est périphérie. Donc, c'est pas un univers qu'on connaît forcément. Et en plus, il y a aussi l'aspect, on va dire, bankable. Je pense que la périphérie, c'est pas fédérateur. Tu vois, c'est pas grand public forcément aussi. Donc, c'est très codé. Il y a cette problématique. Donc voilà, le départ du roman, c'était vraiment pour aller vers l'audiovisuel. Et puis tu apprends au fur et à mesure aussi. Vous parliez de braquage. J'ai eu aussi ma démarche, elle a été aussi de braquer, parce que la première opportunité que j'ai eue, c'était avec un réalisateur qui s'appelle Pierre Lacan, qui avait lu donc mon roman Les Anges s'habillent en Kaira, et qui au départ m'avait pas forcément intégré dans l'écriture du projet. Et c'est moi qui me suis incrusté en faisant croire que je savais écrire, mais très rapidement. Bible des personnages, synopsis, séquencier, c'est des choses que j'ai dû assimiler. Mais après, c'est vachement lié à cette culture urbaine, à cette culture de la débrouille. Tout dans moi. Par contre, la débrouille ne suffit pas. Il faut vraiment se professionnaliser et savoir aussi un élément qui est hyper important. On en parlait tout à l'heure avec Adnan. C'est qu'un développement d'un projet, ça prend énormément de temps. Au départ, je me suis dit, quand j'ai eu une première possibilité de développer, j'imaginais 1 an, 2 ans, mais finalement, c'est 5 ans en moyenne. Avec une course de fond. Donc voilà, aujourd'hui je développe en tout. Alors il y a des projets qui sont finis et justement qui sont en discussion avec des prods. J'en ai développé en un peu plus de 5 ans 11 projets
soit série, que ce soit long. Donc voilà. Et combien ont abouti ? J'en ai 2 qui devraient aboutir, mais c'est vraiment très long parce que, je donne un exemple, j'ai une écriture sur un projet qui s'appelle La Boulette, une aide à l'écriture du CNC. Donc une fois que tu as une aide à l'écriture, tu rencontres des prods, mais les prods, eux aussi, ont des contraintes avec les diffuseurs. Donc tu vois, même si ton projet, tu as une aide à l'écriture, c'est que le début de l'aventure. Et après, il y a autre chose, c'est qu'en termes de l'auteur, c'est le début d'un projet, mais il n'a pas de poids finalement. C'est pas le réalisateur, c'est pas... Aujourd'hui, quand tu ramènes un projet, c'est un projet d'ensemble qui est finançable. Et c'est pas toi avec un projet, même s'il est bon en termes d'écriture, faut derrière le réal et puis les acteurs qui vont avec. Merci beaucoup Rachid, qui évidemment on va retrouver tout au long de ce live. J'ai même pas eu besoin de faire la clochette puisque je crois que j'ai moi-même dépassé. Tant pis pour moi. En tout cas, je voudrais évidemment faire participer le public qui est autour de moi, vous poser rapidement cette question avant de passer la parole à Nora. Est-ce que vous avez l'impression que le cinéma français ne nous ressemble pas ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de le braquer ? Parce qu'on a posé cette question. Comment braquer le cinéma français ? Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de le braquer ? Je viens au dépoter ici, allez, hop, ici. Comment ça va ? Ça va très bien. Je te pose cette question du coup. C'est quoi ton prénom ? Lève-toi une seconde. Donc, je m'appelle Rudy. Et pour répondre à ta question, je pense que le cinéma français actuel, je trouve qu'il n'est pas représentatif de la société dans son ensemble. Et je pense qu'il y a beaucoup trop d'eugénisme, on va dire, et je pense qu'il faut vraiment ouvrir les portes afin de rendre le cinéma un petit peu plus démocratique et puis voir plus de visages, plus de visages différents, plus de femmes, plus de diversité. Merci camarade. Je passe la parole un petit peu au dépoté, à n'importe qui. Ça tombe sur toi. Voilà. Comment ça va ? Lève-toi. C'est quoi ton prénom ? Sarah. Ça va Sarah ? Ça va. Je te pose la même question, ma chère Sarah. Est-ce que tu penses qu'il faut braquer le cinéma français ? Est-ce qu'il en a besoin ? Est-ce qu'on a besoin de le secouer ? Ouais, parce que moi, personnellement, je vais quasiment plus voir les trucs qu'il y a... Enfin, voilà, les cinémas classiques français, franchement... Et pourquoi ? Je suis lasse de toutes ces histoires qui se ressemblent, des histoires d'amour entre personnes... qui n'ont pas l'air d'avoir du tout les mêmes problèmes que moi, la même tête que moi, enfin, je sais pas. T'as pas aimé Aladdin avec Kev Adams ? C'est ça ? Non, pas trop. non, mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire quand même, ouais. Bon, je fais encore un petit tour de public. Merci beaucoup, Sarah. Mademoiselle, levez-vous. Comment ça va ? À pied. C'est quoi ton prénom ? Je m'appelle Jo et je suis membre actif du collectif Afrofiction. Mais oui. Et donc la réponse est oui. Rappelle-nous peut-être en quelques mots pourquoi ce collectif Afrofiction qui, il n'y a pas très longtemps, a remis d'ailleurs des prix lors du festival Chronofilm en mars dernier, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est quoi le but de ce collectif ? Mais en fait, c'est de promouvoir la représentation des Afro-Français devant et derrière la caméra, dans l'audiovisuel, l'audiovisuel, le cinéma, la télé. Et promouvoir tous les métiers, tous les corps de métier. Donc de la production, la diffusion, la réalisation, les métiers de comédien, de comédienne. Voilà, de montrer qu'en fait, les Français ne sont pas que les Blancs qu'on voit à la télé. Et il y a toute cette diversité de couleurs, cette diversité d'origine, cette diversité d'accents qu'on devrait entendre, qu'on devrait voir, qu'on croise dans le métro et qu'on devrait croiser à la télé, quoi, et au cinéma. Et du coup, nous faisons diverses actions comme ce concours Chronofilm, qui est un concours un peu à la manière des kinofilms, à thème, à défi en 48 heures. On t'impose un thème, un genre et une caractéristique de personnage, un policier, avocat, etc. Et on a vu la qualité des films qui sont sortis en moins de 48 heures. Franchement, c'est vraiment du gâchis que je vois dans ce pays, mais on a du bon et on devrait... on est là pour ça et on le fait avec énormément d'optimisme. Ouais. Et, vous avez précisé dans la parenthèse sans violence. Voilà, c'est même pas à préciser, quoi. Ça n'a jamais avec de l'amour, on le fait. Voilà. Et en y croyant et en se disant qu'on finalement on n'attend plus qu'on nous tende la main, c'est par un acte solidaire, même c'est par cette même intention que nous allons par exemple quand Get Out est sorti ou à chaque fois qu'une production afro
française ou afro-américaine sort et que nous voyons que voilà, ça peut mobiliser les gens, nous le faisons, quoi. On y va en masse aux avant-premières. Merci beaucoup. N'hésitez pas, vous, ici dans le public, mais aussi sur les internets, sur les réseaux sociaux, à nous dire si vous êtes d'accord ou pas avec ce que vous venez d'entendre. Vous utilisez le hashtag ForumML93. Nora Amadi a rejoint donc ses invités au coin du bar. Exactement, avec qui on va continuer justement ce débat. J'entends gâchis. Mais quel gâchis! Alors, je vais justement poser la question à mes invités. Alors, JP Zadi. JP, toi, t'es scénariste, tu es réalisateur, tu es né à Bondy, en Seine-Saint-Denis, pas très loin. T'as débuté ta carrière à Caen, dans le rap notamment, et t'as notamment ensuite fait pas mal de choses, dont des albums, etc. Et tu as fini donc par produire, réaliser, scénariser. C'est quoi les bails? Donc tu vas nous en parler. Et moi, ce que je voulais que tu réagisses, ensuite je présenterai Laurence, je voulais que tu réagisses à ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que tu dirais que aujourd'hui le cinéma français, c'est un grand gâchis? D'abord, bonjour. Et je voudrais dire à Rachid, parce que Rachid, il avait un magazine avant qui s'appelait Five Style. Et quand je commençais, j'avais fait un petit documentaire sur le rap. Et donc, j'avais pris une page de pub, mais j'ai pas tout payé. Et là, la compta de Rachid, en fait, t'es pas gérée, t'es pas revenu vers lui. Non, je l'affiche à chaque fois que je le croise, donc il a anticipé, il est fort. Ouais, je sais qu'il allait dire ça. Donc, je lui dois encore la maudite somme de 300 €. Je vais régler ça en plusieurs fois. Ça fait 10 piges, JP, ça plaît, c'est bon. 3 chèques. Ton grec. Prends 3 chèques de 100 € et puis c'est bon, non? Ouais. Alors, JP, non mais on a c'est vu moi qui ai tué son magazine. Exactement. Ouais. Donc, grâce à ça et aux intérêts donc de cette pub non payée, t'as pu te lancer dans le documentaire et dans le cinéma. Ouais. Non, mais je sais pas, c'est quoi la question? La question, c'est est-ce que tu dirais que le cinéma français aujourd'hui, il y a un gâchis? Parce que comme le disait Mademoiselle, en fait, le cinéma français ressemble pas à la vraie vie. T'as pas de noir, t'as pas vraiment d'arabe, ça ressemble pas à ce qu'on peut voir en fait en descendant dans le métro. Ouais, non, mais moi je pense que le cinéma français, c'est un peu comme l'équipe de France. C'est-à-dire que dans les années 80, l'équipe de France au foot, c'était Platini, Giresse, machin, tout ça. Et puis avec le temps, ça a évolué. Il y a eu Anelka, Djibril Cissé, machin. Donc c'est pareil. Il n'y a pas besoin de braquer. Ça veut dire qu'avec le temps, ils seront obligés parce que tellement il y a des choses différentes qui vont arriver, des récits différents qui vont arriver. Puis moi, je suis pas d'accord. Tout à l'heure, il y en a un qui a critiqué le cinéma français. Moi, j'ai regardé Camping 3 au cinéma dernièrement. Et franchement, j'ai trouvé que c'était pas mal. Ouais. Ouais, Franck Dubosc, je l'aime bien. Ouais. Et je trouve Kev Adams aussi, on parlait de... Kev Adams, c'est pas trop mon C'est pas trop ton truc. Non, mais Franck Dubosc, j'aime bien. Et je trouve que voilà, avec le temps, ça sert à rien de dire oui, il y aura des braquages, des machins. Ouais, putain, j'ai oublié, faut que je mette en mode hip-hop. S'il te plaît. Non, mais je veux te dire que ouais, non, ça sert à rien de parler de braquage, tout ça. Avec le temps, je sais pas, ça va venir, quoi, tu vois, ça va être naturel. Alors, Laurence Lascari, qui est à côté de toi, est productrice. Ta société de production, c'est de l'autre côté du périph'. Et comme son nom l'indique, tu t'es installée à Saint-Ouen. À Saint-Denis. À Saint-Denis, pardon. Mais tu vis à Saint-Ouen, c'est ça. Et toi, t'as pas mal bataillé, donc t'as fait du documentaire, beaucoup, t'as fait du court, et tu signes l'un des plus gros succès de l'année, mais alors t'as été arraché avec les dents, et du coup c'est drôle que tu puisses nous raconter ça aujourd'hui. C'est l'Ascension. Comme son nom l'indique, toi aussi, il a fallu que tu ailles le chercher, ce sommet. Donc, un film qui est tiré de l'histoire de Nadir Dandoun et qui a été réalisé par Ludovic Bernard avec Ahmed Silla, entre autres, et qui est sorti en salle le 25 janvier, vient de sortir en DVD, c'est ça? Vous avez passé les 3 millions, 4 millions, 6 millions, 10 millions? Non, 1,2 million. Mais c'est déjà énorme. Déjà pas mal. Alors... Et ça a été une ascension aussi pour la boîte et pour toi? Oui, c'est le résultat de pas mal d'années de travail parce que l'histoire de l'ascension, ça a commencé fin 2010. Donc quand je rencontre officiellement, parce qu'on s'est déjà croisés à droite à gauche, mais je rencontre en tout cas Nadir Dandoun, donc qui a écrit ce récit autobiographique qui raconte comment il est parti s'attaquer à l'Everest alors qu'il connaissait rien à l'alpinisme.
Et arrivé là-haut, en fait, il a mis un cœur en carton avec écrit 93 à l'intérieur. Et donc, quand il m'a parlé de son aventure, tout de suite, j'ai voulu en faire un... Enfin, je me suis dit que c'était vraiment une histoire de... C'est une histoire de cinéma. C'est un récit de dingue, ouais. Et après, quand tu as une boîte qui a 2 ans d'existence, tu as fait 3 courts-métrages, un documentaire, forcément, tu te poses la question de savoir est-ce que je vais pouvoir produire ce film qui est ambitieux, il y a de la montagne, c'est un budget important. C'est pas important. Un petit budget. Voilà, c'est pas un huis clos tourné dans un appartement ou autre. Mais l'histoire était trop belle et c'était vraiment à l'image de ce que j'avais envie de faire avec de l'autre côté du périph', c'est-à-dire être capable de trouver des histoires universelles, mais qui mettent à l'image des gens on parlait de gens qu'on croise dans la rue tout à l'heure, voilà, qui mettent à l'image des personnes qui ont... Et ça a été quoi les difficultés ? On entendait tout à l'heure notamment la question de l'argent, qui est le nerf de la guerre. L'idée c'est quoi ? C'est qu'il faut aller se bagarrer quand on n'est pas issu du sérail pour aller obtenir en fait cet argent-là pour une production comme celle-ci ? Je pense qu'entreprendre, quand on décide de créer une boîte, c'est difficile d'où qu'on vienne, à moins d'avoir déjà soit les clients avant de se lancer ou le réseau, mais créer une boîte de prod, c'est quand même quelque chose qui est pas évident. Il y en a énormément qui ferment chaque année. Une fois que j'ai dit ça, les difficultés qu'on a rencontrées, c'était d'abord le travail artistique d'adaptation, d'écriture, parce que voilà, adapter un roman en scénario, c'est pas évident, il y a pas mal de pièges et je pense qu'on n'a pas forcément, on les a pas forcément tous évités, donc ça a pris pas mal de temps de réécriture. Et après, oui, c'est être capable de convaincre, de dire que en n'ayant fait aucun long métrage auparavant, je vais être capable de produire ce film avec un budget de plus de 5 millions d'euros. Et de trouver le distributeur quand j'en connaissais pas, donc c'est après comment j'arrive de petit contact en petit contact à arriver jusqu'au distributeur pour qu'il le lise, parce que l'offre elle est évidemment bien supérieure à la demande. Ouais. Et JP, toi t'as eu ce type de difficulté aussi ou pas ? Comment ça s'est passé pour toi ? Moi non, cinématographiquement j'ai pas eu le succès de Madame. Ouais, mais c'est le début, ça va pas tarder. Non, moi qu'est-ce que j'ai fait ? Non, j'ai fait des petits films, mais à l'époque quand j'ai fait mes films, genre Sans pudeur ni morale, tellement j'étais pas en fait habitué à me dire que j'étais un réalisateur. Moi, je les ai faits en mode, je me suis exprimé comme si je faisais un album de rap. C'est-à-dire j'ai fait mon film et après je connaissais plein de rappeurs tout ça, j'ai été mis en contact avec des distributeurs mais qui distribuaient du rap, tu vois, et qui ont distribué mon film. Dans ma tête, j'ai même pas essayé de... Tu t'es jamais dit je suis un réalisateur de film ? Non, jamais, jamais. Tu es un rappeur qui fait des clips finalement ? Non, je me disais que en fait pour moi faire des films au début, j'ai fait African Gangster, j'ai fait Sans pudeur ni morale, et quand je les ai faits au début, je sais même pas t'expliquer pourquoi je l'ai fait. Au lieu de rapper, j'ai fait un film. Voilà, j'ai pris mes gars, j'ai pris Alpha 520, j'ai pris d'autres gens, tout ça, on a fait le film. Et à aucun moment, je me suis dit, vas-y, je vais chercher un distributeur pour le distribuer au cinéma. Moi, j'étais dans mon petit délire. Mais après, je me suis rendu compte que c'est parce que, en fait, j'avais pas de modèle de réalisateur renois, un peu comme moi, tu vois, qui avait un parcours de réalisateur. Donc, comme j'avais jamais vu ça, moi, je suis resté dans mon petit monde. Et quand mes films sont sortis, après, les gens m'ont dit, mais toi, tu es bête, hein. Tu pouvais pas essayer de le distribuer, de faire un truc, mais j'étais pas dans cette optique-là. C'est une barrière mentale finalement. C'est juste une barrière mentale. Et après j'ai rencontré, grâce aux 2 films que j'ai fait, après j'ai rencontré plein de gens. Et après c'est là qu'après je suis passé à la télé, j'ai eu ma petite chronique à Canal et tout. Après j'ai écrit un film avec Thomas Njijol, là il va sortir à la fin de l'année. J'ai joué dans un film de Fabrice, là j'ai écrit un film avec Fabrice Eboué aussi. Et là maintenant tu te dis quoi ? Tu es réalisateur, tu es comédien, tu es scénariste ? Ça y est, ça a sauté ça ou pas ? Non, moi je suis un peu une escroquerie, hein, vraiment. je fais comme je peux. Parce que réalisateur c'est un truc sérieux, je sais pas. Écoute, la preuve c'est qu'il y a du succès derrière. Tu dirais Laurence, comme vient de nous dire JP, qu'il n'y a pas besoin de braquer et que les choses vont se faire naturellement parce que petit à petit, les gens prennent la place qu'ils doivent prendre ? Pas besoin de braquer, je sais pas. En tout cas, il faut beaucoup de détermination. Je pense qu'il faut faire coûte que coûte. Dans mon cas, il a fallu être très patiente, très déterminée. Dans ton cas, il a fallu faire système D, appeler les mecs qu'on connaît et tout ça. Mais je pense que c'est tenir ses positions et faire. Voilà.
Faire. Coûte que coûte, faut faire. Et à partir du moment où tu fais, globalement, on te fait de la place ou pas? Moi j'ai une anecdote, par exemple, quand j'ai fini mes 2 films et que les 2 films ont bien... Faut que tu la fasses courte parce que Raphaël il me fait des clins d'œil en mode ah non. Et que j'ai fait African Gangster, après j'ai fait Sans pudeur ni morale et ça avait bien marché. Donc, croyant que bon, je pouvais faire des trucs, donc j'ai commencé à envoyer un scénario au CNC. Et donc le scénario il a été pris, je sais pas comment on appelle ça là, dans les trucs, voilà, plénière, voilà. Et puis j'arrive dans le truc du plénière, frère. Et je suis arrivé dans le truc, je rigole pas. Il y avait peut-être, je sais pas, 10 ou 15 personnes. Il y avait que des vieux blancs autour de moi. Et ils me regardaient genre, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est mon scénario que vous avez choisi. Et donc, finalement, j'ai l'impression que plus je parlais, plus je m'enfonçais, quoi. Et les gars, ils m'ont envoyé paître. Et le scénario, après, j'ai pu calculer, mais... En fait, c'était pour dire que en fait, même si tu fais les trucs, c'est vrai que des fois, tu tombes sur des barrières... comment on va dire, de compréhension. Tu parles. C'est 2 mondes parallèles, quoi, voilà, finalement. J'ai essayé de faire les trucs par le CNC, tout ça, mais finalement, j'arrive au CNC, on dirait je suis un martien, quoi. Bon, bref, voilà, quoi. Et rapidement, Laurence, est-ce que tu t'es sentie martienne, toi aussi, en arrivant au CNC? Au CNC, pas particulièrement. En fait, j'ai tellement l'habitude d'être seule avec mon profil, mon look, que du coup, c'est devenu normal, en fait. Donc c'est peut-être un peu triste. J'ai l'impression aussi que les choses changent, notamment, enfin je le vois au sein de la Fédération des jeunes producteurs indépendants, où voilà, c'est je crois que vous avez une journée demain. Hein. Ouais, demain et après-demain à la Maison des Sciences de l'Homme. Et justement, on va parler aussi de ces sujets-là. Mais ouais, c'est en train. Moi, je sens que c'est en train de bouger, mais quand on démarre, quand on est jeune, les places, elles sont très très chères dans la production. Donc il faut tenir et il faut arriver à mener à bien ses projets. Mais voilà, CNC ou autre, moi de toute façon je suis toujours, quand je suis dans une assistance, voilà, je me sens toujours seule de ce point de vue-là, il n'y a personne qui me ressemble. Et puis c'est pas grave, on fait avec et on continue, même s'il faut potentiellement bosser 2 fois plus que tout le monde. Tu es sur les réseaux sociaux, évidemment, avec le hashtag forum ML93. J'essaie de parler aussi fort que je peux dans ce micro. Et c'est Wael qui va donc une question pour nos intervenants. Oui, il y a une question de Wells Gaillard sur Twitter. Est-ce que ça veut dire Mayday, aidez-moi, envoyez des tweets. Oui, non, mais faut-il faire rire pour séduire le grand public à la question des minorités et des quartiers périphériques? C'est la vraie question, parce que vous avez quand même 2 films vous avez un film, L'Ascension, et un personnage. Et c'est quoi les bails qui étaient drôles et en même temps... Non, mais oui, c'est vrai. Je pense que quand tu es issu, on va dire, de contrées lointaines à consonance foncée, quand tu fais rire les gens, ça passe mieux que quand tu arrives, tu veux faire, je vais faire un film de gangster, mais ils ont peur. Déjà, quand tu arrives, ils ont peur. Quand tu arrives à un rendez-vous, dis-toi, ils ont peur déjà. Donc, quand tu arrives avec une comédie, ça passe mieux. Le rire, ça permet de, tu vois, faire des liens, machin, tout ça. Et je pense aussi pour l'Ascension, c'est mieux. Je sais pas. Oui, et puis de manière générale, les films qui ont le plus de succès en France sont des comédies. Après, avec l'Ascension, c'est vrai qu'on a choisi plutôt l'angle comédie, et j'irais même plus loin, c'est un feel-good movie, c'est-à-dire que quand on sort de ce film-là, voilà, ça donne la pêche, on a envie de faire des choses. C'est pas une pure comédie où on rit toutes les 3 minutes, mais je trouve que c'est un moyen assez efficace pour faire passer des messages par l'humour, pour rassembler, pour être dans quelque chose d'universel, et pour toucher plus de monde, tout simplement. Ouais, mais attends, moi je m'énerve aussi. Non, mais attention, on va créer un débat. Rapidement, JP. Non, c'est juste que quelque part aussi c'est un peu énervant. Parce que, par exemple, quand tu es un jeune réalisateur et tout, et que tu veux raconter des histoires qui font pas forcément rire, parce que comme on a tous des vécus un peu différents, on n'a pas tout le temps envie de rire, tu vois. Et j'ai l'impression, après, je sais pas, peut-être je me trompe, mais quand tu arrives avec un film sérieux et que tu veux le proposer à des gens, machin, tout ça. Moi, j'ai une autre anecdote. Un jour, rapide. Non, mais c'est vrai. Un jour, quand j'ai fait Sans pudeur ni morale et African Gangster, après, j'étais en contact avec plein de boîtes de prod. Et j'avais décidé de faire un film sur un mec, en fait, qui s'en sortait grâce à l'islam. C'était un film de gangster, tu vois. Mais à la fin, il finissait à la mosquée, tout ça, ça se passait bien. Je te jurais. Mais les problèmes que j'ai eu avec ce scénario. Tu sais quoi, j'ai été voir une boîte de prod, je vais pas dire leur nom, ils sont très très connus et tout. Ils disaient, ouais, JP, on veut faire un truc avec toi, mais
il n'y a pas moyen qu'à un moment, il rencontre un salafiste, que machin. Je dis non. Je veux que, franchement, non, je veux qu'en fait, ce soit un gangster, mais à la fin, grâce à l'islam et grâce à des trucs, il s'en sort, nanana, avec son... Les gens, ils voulaient pas. Ils voulaient que ça parte en salafiste, machin, tout ça. Et il y avait beaucoup d'argent et tout, hein. Et donc là, il faut verser dans les clichés finalement pour que ça puisse se faire. Je l'ai pas fait parce que je suis un mec de rue. Eh ben, et je crois que... Ouais, des applaudissements s'il vous plaît. Rafale, tu es avec quelqu'un qui a eu aussi des difficultés à faire son film un peu dans la même veine peut-être. Un autre guerrier qui est à côté de moi, c'est notre second pitcher qui a été enseignant et réalisateur du film 600 €, long métrage autoproduit, autodistribué, sorti l'an dernier avec une presse élogieuse, qui tournait autour de la présidentielle de 2012. C'est Adnan Tragag, vous pouvez applaudir mes amis. Et à qui je vais aussi laisser quelques minutes pour pitcher son aventure. C'est large le sujet là. Je pars du début ou juste le film? Tu pars dans ce qui peut tenir en 3 minutes. Non, moi pareil que la plupart des réals qui sont ici, je connaissais personne dans ce milieu, j'avais envie de faire du cinéma au début des années 2000. Et à l'époque, je faisais des études d'économie, donc j'avais un mémoire à faire en DEA, et j'ai pris comme sujet de mémoire la diffusion de films sur Internet. Et je me disais à l'époque on était en 2001, que pour un mec comme moi qui n'a pas de réseau, qui connaît personne, Internet me permettrait d'être diffusé. Donc plus tard, 6 ans plus tard, en 2007, avec des potes de Vitry, on faisait une série qui s'appelait Passe le mic. Sans le savoir, on faisait une des premières web-séries en fait. Et c'est cette web-série qui nous a permis de signer avec Besson en 2008 et de monter une boîte. Donc on avait une asso depuis 2002 qui s'appelait Passe la cam. Et avec Besson, on a monté en 2008-2009 Passe la cam production. Et l'idée, c'était d'amener ces programmes courts en télé. Et après, ça a été assez compliqué. C'était de la comédie. Donc, comme disait JP, c'est beaucoup plus facile de se faire repérer, de se faire produire quand on arrive avec quelque chose d'un peu léger, d'un peu drôle. Moi aussi, je regarde plein de comédies, je kiffe ça. J'ai vu L'Ascension, j'ai trouvé ça mortel. Bravo. Mais j'ai commencé, moi, à écrire, à faire des films parce que j'avais envie de donner une autre image des quartiers populaires et des Noirs et des Arabes. Donc, il y a un moment, moi, faire de la comédie, ça ne m'intéressait pas. Je me suis retrouvé donc à la Cité du Cinéma avec ma boîte, j'étais associé à mon frère, et j'étais pas à ma place, j'étais pas bien, et j'avais envie de faire un film avec plus de fond. Donc je me lance en 2012 sur 600 € parce que j'avais envie de tourner un film qui se passait pendant les présidentielles. À l'époque, je crois que je vais déborder. À l'époque, je trouvais qu'il y avait une image stigmatisante de différents types d'électeurs et surtout des abstentionnistes. Moi, à l'époque, j'étais un peu écœuré de la politique. Je voulais plus voter, et en 2012, on s'était pas tapé 5 ans de gouvernement catastrophique de gauche. Donc, quand on parlait d'abstentionnistes, on disait pas c'est des mecs qui s'en fichent, qui sont déçus. On disait que c'était des mecs qui s'en fichaient. Donc, je voulais donner une autre vision de ces personnes-là. Et mon film, je l'ai tourné donc à Ivry-sur-Seine. J'habite là-bas, en bas de chez moi. Je l'ai tourné je l'ai écrit en tournant, donc j'avais pas de scénario. J'écrivais une scène, le lendemain j'appelais les comédiens, on la faisait ensemble, et le film s'est construit comme ça. Je pensais le sortir au bout de 6 mois, j'ai mis 4 ans. Donc voilà, c'est un film entièrement autoproduit, j'ai pas fait de demande de financement dessus. Et voilà, ça a été ma façon, moi, de faire un premier long, c'est de le porter du début à la fin, et j'ai carrément monté une boîte ça a sonné pour moi, une boîte de distrib pour le sortir en juin dernier. Voilà. Merci d'applaudir
Adnan, en tout cas, bravo pour ce film, bravo pour ton travail. On espère très vite de nouvelles productions, camarades. Nora, tu peux... générer une petite réaction, juste 30 Bien secondes. sûr. C'est drôle parce que quand j'ai appelé Adnan pour lui dire de venir, je lui ai dit oui, voilà, il y a un mec du CNC qui t'a proposé de venir. Il me dit, c'est tellement drôle, j'ai jamais été subventionné par le CNC et on me propose de venir au Forum Media Lab, donc c'est assez drôle. Non, ce qui m'énerve, c'est qu'ils donnent pas d'oseille. Et quand il y a un événement pour venir parler de comment on fait un film sans oseille, ils pensent à moi. Donc, Est-ce que, à tout hasard, il y a personne qui bosse au CNC là? À tout hasard, il y a quelqu'un qui bosse au CNC? Je sais pas s'il a osé un coming out là du coup. Bah si, il faut le faire, on est entre nous. Il y a juste 100 personnes qui ont envie de te poser une question, mais... Non, personne du CNC? Bon, c'est vraiment dommage. Nora, je te propose de demander à tes invités de te rejoindre au bar. Et pendant ce temps-là, je peux interroger d'autres personnes dans le public, un petit peu au hasard. Ah bah tiens, lui, mais parce que je le connais et que je l'aime beaucoup, celui-ci. Tiens, lève-toi, camarade Mabrouk. Je suis content que tu sois là, Mabrouk, parce que j'ai l'habitude de te lire. Parce que Mabrouk est auteur, écrivain, et que tu viennes ici pendant le forum du Media Lab, c'est un grand honneur pour nous. Qu'est-ce que t'inspire les parcours et les déclarations de nos invités jusque-là? Bah, je me dis que c'est très difficile, mais que c'est possible. Donc à la fois, il y a un constat, disons, mitigé sur la capacité du cinéma français et de l'audiovisuel français à accepter des voix différentes, mais il y a aussi des gens qui, par la force de leur volonté, par leur talent aussi, ont réussi à percer en fait et à créer voilà, cette exception jusque-là. Donc je suis à la fois, disons, j'en veux un peu au système, mais je suis très admiratif de ceux qui le bousculent de l'intérieur. Il y a une question que je me pose aussi, que je poserai à tous ceux qui travaillent dans le cinéma, c'est est-ce que finalement, quand on est à l'intérieur de ce système-là, est-ce que c'est difficile de lui résister? À savoir, est-ce qu'il ne demande pas de travailler comme il a l'habitude de le faire? Moi, j'ai eu quelques expériences avec des chaînes de télé, avec des boîtes de prod, et finalement, on vous appelle pour votre différence, et à la fin, on vous dit d'écrire comme ils font. Donc, est-ce que il n'y a pas cette volonté de faire, voilà, de ce formatage, cette standardisation? En tout cas, Nora pourra poser la question à ses invités. Juste un mot pour vous dire que si vous nous rejoignez sur ce live, vous avez bon goût, vous avez raison, restez là. En tout cas, vous êtes soit sur la page Facebook d'Enlarge du Paris, soit directement sur la page YouTube du Media Lab 93. N'hésitez pas à partager cette vidéo, que la bonne parole de tous les invités, tous les intervenants qui sont là ce soir puisse se diffuser dans le monde entier. Nora, c'est à toi. Alors là, j'ai donc de nouveaux invités qui m'ont rejoint. Marie Madinier, toi tu es donc actrice, scénariste, réalisatrice. T'es pas actrice du tout? C'est fou ça. Tant mieux, j'ai cru qu'elle allait dire je ne suis pas Marie. C'est ça. Ça me rassure. Pas du tout. Tu n'es pas actrice. Donc écoute, tu es au moins scénariste et réalisatrice. Jusque-là, j'ai bon. Ok. Toi, tu as fait la Fémis. Tu as un parcours en fait, comme qui dirait quoi, classique. Tu oserais ce type de terme ou pas? Je sais pas si j'ai un parcours classique. En effet, moi j'ai fait une école de cinéma pendant 4 ans et qui m'a permis en fait, vous m'entendez? Oui. En fait, ça m'a permis quand même de légitimer mon envie de cinéma. Et après. Celui-ci encore mieux. Ah oui, il est mieux. Et oui, un parcours classique. Je sais pas si c'est des parcours classiques au cinéma. Enfin, Quand tu entends tout ce qu'on a pu entendre jusque-là, la difficulté en fait de braquer entre guillemets sans haine, sans violence, ce cinéma français, est-ce que ça t'étonne ou pas? Est-ce que tu considères que les difficultés en fait sont inhérentes à ce milieu ou c'est quelque chose d'assez spécifique? J'entends. De toute façon, c'est très difficile de faire un film pour tout le monde. Après, je sais pas si faire une école, ça permet de trouver des financements plus rapidement. J'ai pas cette impression-là, parce que quand bien même on fait 4 ans d'études, après on finance en fait les projets sur des scénarios, donc il faut quand même les écrire. On se retrouve finalement dans les mêmes difficultés à défendre des projets, quoi. Voilà, exactement. Toi justement, donc tu as réalisé plusieurs films et du coup, est-ce que tu dirais que les difficultés ont été les mêmes avec le dernier qu'avec les premiers, ou est-ce que tu considères qu'il y a quand même eu une forme d'assise et que c'est forcément un peu plus simple aujourd'hui? En fait, moi j'ai réalisé des courts-métrages et après j'ai réalisé un long-métrage, donc j'ai pas suffisamment d'expérience pour dire ce qui est plus ou moins facile.
Peut-être en effet le fait de faire une école, ça rassure peut-être des producteurs, c'est peut-être une sorte de carte de visite, mais qui est assez éphémère et il n'y a pas que ça qui compte. J'ai pas l'impression qu'en sortant de l'école on nous attende particulièrement. Il faut faire nos preuves à notre manière aussi. Donc de toute façon tout le monde doit le braquer. Jalil Nassiri, toi tu es, et tu vas me le confirmer, scénariste, producteur, réalisateur et acteur. Tu fais tout ça? Bon, c'est bon, alors là j'ai bon. Toi tu as... 30 secondes en fait, juste réagir. En fait, c'est Allociné et Wikipédia qui te dit que tu es actrice. Donc, et là voilà. Et là. Voilà, non, je sais pas. Ouais, il l'a mal pris parce que c'est lui qui a écrit la fiche. Oui, c'est moi qui ai écrit la fiche, donc c'est juste ça. J'ai cherché. Allociné et Wikipédia disent beaucoup de conneries, il faut le savoir. Aussi. Alors, toi, Jalil, tu as fait beaucoup de longs métrages, tu as joué dans beaucoup de longs métrages. Hexagone de Malek Chiban, Taken de Pierre Morel, Nuit Noire, Vive à l'Algérie, Munich de Steven Spielberg. Tu as longtemps joué aussi dans la série française PJ. Tu dirais que, comment, pour reprendre en fait la thématique de ce débat, si on devait à un moment braquer le cinéma français sans haine et sans violence, est-ce que tu es l'exemple type du mec qui a réussi à le braquer sans haine et sans violence ? Je pense en tout cas avoir une expérience pour dire que j'ai fait des films à l'arrache et sans oseille, et c'est pour ça que je me retrouve moi dans une situation où aujourd'hui on dit que je suis acteur, scénariste, producteur et réalisateur. Au départ, je suis parce acteur. Que c'est nécessité fait loi, quoi. Exactement, c'est nécessité fait loi. Maintenant, parler de braquage, j'aime bien la formule, et puis c'est une formule que j'ai utilisée beaucoup avec mes potes et le groupe que j'ai fondé en disant le vrai braco, c'est le manès. Effectivement, mais pour l'argent. Mais sinon, la vraie préoccupation d'un réalisateur ou d'un artiste, c'est de pouvoir permettre l'expression de quelque chose d'artistique, si possible populaire, en tout cas ce qui nous concernait, et c'était la possibilité de l'expression d'un cinéma populaire, de pouvoir faire les choses en dehors des clous. Mais est-ce que, à l'image de ce que disait Mabrouk Rajdi tout à l'heure, on a essayé en fait de te faire rentrer dans des cases dans lesquelles tu ne voulais pas rentrer ? Tout est arrivé. Je me suis retrouvé à faire des films avec le peu d'argent qu'on avait, avec nos propres moyens, avec des bouts de ficelle, dans des conditions de court-métrage, comme beaucoup de gens font, hein, qui viennent de classes sociales d'où je viens ou de milieux plus aisés. De toute façon, quoi qu'il arrive, le cinéma, c'est un sport de riches. Donc forcément, il faut trouver les moyens, ou l'oseille, ou les moyens techniques et la participation généreuse d'une équipe pour pouvoir faire les choses. J'ai eu l'opportunité d'être dans plusieurs univers, des univers où il y avait effectivement de l'oseille, où effectivement, comme acteur, j'arrivais à financer ce que je faisais à part comme producteur ou comme réalisateur. J'ai eu l'opportunité, comme réalisateur et producteur, de faire des choses dans des conditions avec du fric, comme La Planque, par exemple, qui était distribuée par EuropaCorp, où ça, c'était un budget de 3 millions d'euros, donc je pouvais payer les gens, et malgré tout, ça s'est fait quand même à l'arrache. Je pense que un de mes véritables hold-up, c'est celui-là, c'est La Planque, bizarrement, alors que j'en ai fait d'autres avec pas d'oseille où ça a été un peu plus facile. À part le dernier, La Piste Noire, où là c'est laborieux. Mais parler de braquage, oui, c'est quelque chose qui se fait au forceps. Sans haine, évidemment, puisqu'il n'y a pas besoin de haine pour faire ces choses-là. Mais sans violence, non, il y a de la violence. Pas de la violence pour les gens et l'industrie du cinéma, qu'on n'a rien à foutre, en fait. Mais la violence pour ceux qui le font, parce que le prix à payer, il est violent. Bah, comme tu le dis, hein, s'il faut accoucher au forceps à chaque fois. Mais est-ce que tu as eu à vivre la même chose, Marie ? Comment est-ce que tu qualifierais en fait ton rapport justement au CNC, au fait d'aller chercher des thunes, au fait de sortir des films au forceps ? Mais tout le monde doit aller chercher de l'argent au CNC. Après, il y a une partie qu'on peut faire quand on est auteur. Il y a certaines aides, comme les aides à l'écriture, on peut les présenter sans avoir forcément de producteur, ce qui est une sorte de liberté aussi, et qui c'est moins contraignant. Donc ça, il faut aussi connaître les aides. C'est vrai que moi, mon peu d'expérience fait que je me suis vraiment tournée vers les aides, oui, classiques et traditionnelles, parce que quand on est auteur, en fait, on n'a pas 36 000 guichets. C'est ou le CNC ou les régions. Mais j'ai pas eu l'impression d'avoir... on n'a pas la même expérience. Moi, j'ai l'impression que je porte un projet, que c'est très long et que ça, c'est difficile. Et après, le moment où arrive le producteur, c'est le producteur qui prend en charge les choses et qui se bat. Enfin, c'est-à-dire que
Nora, Jalil et Marie, une question puisqu'on parle d'argent sur le hashtag Forum ML93 Well. Exact, première vraie question en live. Le reste c'était nul ce qu'on a dit comme question, c'était des fausses questions. Non mais c'est pas ça. Il est fou lui. Question d'un étudiant qui nous regarde en classe en plus. Pourquoi ne pas se tourner vers des donateurs privés ? Donc ça veut dire quoi? Un crowdfunding, un KissKissBankBank, ce genre de choses? Souvent on parle de crowdfunding, j'ai un ami qui m'en parlait tout à l'heure, du KissKissBankBank, etc. J'ai déjà essayé ces formules-là. Clairement, si on veut financer un film à l'arrache avec pas d'oseille, oui, ça peut être une formule parce que ça peut permettre de financer une table régie et un peu de bouffe. Mais la réalité, quand je dis que c'est un sport de riches, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un film sans individus. Il faut les payer, ces gens, parce qu'ils ont un loyer et parce qu'ils bouffent. Donc si on veut les payer, c'est pas le crowdfunding qui va financer 2 millions d'euros de salaire et de charges. C'est pas vrai. Marie, est-ce que tu es d'accord? Je suis assez d'accord, j'ai rien à ajouter, je trouve ça. Mais alors du coup, si c'est compliqué d'aller vers le CNC, si il faut sortir un petit peu ces films au forceps, si le privé c'est pas forcément un bon levier, comment est-ce qu'on peut imaginer d'autres formes de financement? Est-ce qu'il est possible d'imaginer quelque chose ou pas? De mon côté, je fantasme beaucoup l'idée du producteur au consommateur. C'est-à-dire que aujourd'hui, des alternatives à la production existent, surtout avec les moyens technologiques qui sont arrivés. On peut tourner en 4K avec des caméras, un GH5 et faire des choses de qualité. On a aujourd'hui de la machinerie, on n'a plus besoin de poser un travelling avec des cales sifflées et tout, avec juste un stabilisateur, on peut faire des plans magnifiques. Donc le montage et la post-prod sont devenus accessibles. Mais reste toujours le problème de la diffusion. Si on veut pouvoir rencontrer le public, il faut quand même pouvoir faire sortir le film en salle, qui est, même s'il n'est pas amorti en salle, est quand même une vitrine qui va permettre de pouvoir l'exploiter, le vendre à l'international, DVD, VOD. Et jusque-là, le diffuseur, en gros, a un droit presque de vie ou de mort, tu dirais, sur le film? Absolument, c'est-à-dire que l'industrie est complètement hostile à l'émergence de ce cinéma populaire, parce que en dehors du contenu, qui est déjà problématique. Il y a la problématique qui se pose des fenêtres. Il n'y en a pas 15 000. Donc forcément, quand tu arrives avec ton film, tu marches sur les plates-bandes d'un autre film. Quand en une semaine, tu as, 10 ou 15 films qui sortent avec 480 copies. En plus, il y a ce problème mathématique, c'est-à-dire que tu fais pas le même nombre d'entrées avec 2 copies qui se battent en duel dans un petit cinéma de quartier qui va te tenir une semaine avec, et puis avec 500 copies sur un gros film. Je veux dire, la lutte est inégale. Donc l'idée du producteur au consommateur, l'intervention d'Internet aujourd'hui, la possibilité du streaming, de ces choses-là, je pense, vont permettre l'arrivée d'un nouveau cinéma. Mais là, il y a un autre problème, c'est le problème culturel, et qui est particulier à la France, qui n'est pas un problème, je pense, à l'international. Marie, rapidement, quand tu entends ce que nous dit Jalil, quand on voit à quel point aujourd'hui Netflix est devenu, par exemple, un financeur assez important aux États-Unis, est-ce que c'est une option? Est-ce que ce type de fonds privés, ce type de circuit hors distributeur classique peut être une solution? En tous les cas, je trouve ça intéressant parce que si en effet on rentre pas dans les clous des financements classiques et qu'on a un financement privé qui nous permet de faire notre film, parce que quand on est scénariste ou réalisateur, ce qu'on veut c'est pouvoir faire notre film. Donc à partir du moment où il n'y a pas d'ingérence artistique, il me semble, et on a les financements pour faire son film, pourquoi pas? Ça me paraît envisageable. Enfin, je trouve ça dommage de balayer ça d'un revers de main. Bon, on suivra. Merci en tout cas. Une fois que les films sont sortis, évidemment, il faut que les gens aillent le voir. Pour le voir, il faut en faire la promotion. Et justement, à côté de moi, j'ai un des délégués d'Afrotopia qui est là, qui est une structure de promotion, justement, d'accompagnement aussi de la sortie des films, de certains films. C'est Yannick Mertens qui est à côté de moi, que vous pouvez applaudir, mes amis. Et Yannick est notre 3e et dernier pitcher. Les mêmes règles que pour tes autres camarades. En moins de 3 minutes, tu dois nous expliquer ce qu'est Afrotopia. Merci Raphaël, bonsoir à tous. Donc oui, effectivement, je suis là pour représenter Afrotopia. Nous sommes 2 en fait. Clémentine, elle doit certainement nous regarder sur YouTube ou via Facebook. Donc Afrotopia est une structure qui est assez récente, puisqu'elle est née en tout début d'année. Alors nous, on n'est pas là pour braquer le cinéma français.
On est plutôt là pour braquer les projecteurs sur le continent africain et plus particulièrement les projets culturels liés au continent, liés aux diasporas et aux afrodescendants. Donc notre but c'est effectivement d'accompagner des projets culturels, donc des films, des festivals, des livres, de les soutenir, de les promouvoir, donc nous organiser sous forme de stratégie de communication, de création de contenu ou d'organisation d'événements. Donc là, par exemple, nous avons travaillé en début d'année sur Félicité, le film d'Alain Gomis, sur Bienvenue au Gondwana de Maman, sur I'm Not Your Negro de Raoul Peck. Et là, prochainement, on va travailler sur Walai, un film de Bernie Goldblatt qui va sortir à la fin du mois de juin, et également sur un festival qui s'appelle Résonance Afrique-Caraïbes, qui est consacré aux auteurs afro-caribéens. Nous avons également pour projet, à moyen terme, d'organiser aussi un festival des cinémas africains en Seine-Saint-Denis, parce qu'on estime vraiment que c'est important d'aller montrer ces cinémas qu'on a oubliés depuis trop longtemps, à notre avis, de les montrer en France notamment, et aussi en Seine-Saint-Denis, là où quand même il y a une diaspora assez importante et de gens qui ont envie de voir qu'il y a beaucoup d'énergie, qu'il y a beaucoup de talents qui existent sur le continent africain et qu'on n'a malheureusement pas du tout l'opportunité de les voir ici, un manque d'appétence, de curiosité de la part des distributeurs, des producteurs. Donc on est là aussi pour y remédier, on est là aussi pour essayer de changer un peu, de déconstruire les récits. Parce que souvent, on a malheureusement, quand on va en rendez-vous clientèle chez les distributeurs, on parle souvent des blacks. Alors on leur dit tout simplement que non, noir, c'est pas un gros mot, on peut dire noir, c'est assez simple, c'est banal, on dit pas un cinéma white. Donc voilà, ça fait partie de notre travail aussi de déconstruire les clichés, de raconter de nouvelles histoires. Et on travaille également sur la mise en place d'une plateforme curative et éditorialisée autour de tout ce qui est relatif au continent. Donc ça sera peut-être l'occasion d'en parler une autre fois dans le cadre d'un autre forum. Voilà, merci. Bravo Yannick. C'est un 2 minutes Merci. chrono. Avant de te repasser la parole, Nora, pour notre dernière invitée, je vais me retourner vers les gens qui nous ont fait la gentillesse de venir participer à ce forum live et peut-être poser cette question, puisqu'on parlait de la promotion des films. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ces films qu'on a vus tout à l'heure lors du blind test? Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de La mort de Danton d'Alice Diop? Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de Rue des Cités de Karim et Hakim Zouani, etc., etc. Monsieur, par exemple, je le vois hocher la tête. Tiens, lève-toi. Non. Pourtant, je vais énormément au cinéma et c'est mon métier, mais il y a la plupart des films qu'on a vus dans ce blind test, il y en avait quelques-uns qui étaient sur la liste, mais qui ne sont pas forcément passés. Sur les 15 qu'on a là, il y en a 4 qu'on connaît, quoi. C'est triste. Ouais, c'est terrible. Hein. Et est-ce qu'il y a d'autres gens comme ça qui n'avaient jamais entendu parler ou vu ces films qu'on a vus dans le blind test? Je sais pas si c'est le terme approprié, mais monsieur, par exemple, est-ce que tu avais vu un de ces films? Lève-toi, camarade. C'est quoi ton prénom? Je m'appelle Patrick. Patrick, alors, est-ce que tu avais déjà entendu parler de ces films? Brooklyn de Pascal Tessot, ou alors 600 € d'Adnan qui a pris la parole tout à l'heure, de Donomat de Gene Carena? Brooklyn, oui. Après, je connais les films d'Alice Diop, hein, c'est mon ami. Non, mais j'ai tourné dans un de ses films, donc voilà. Ah. Rachid aussi. Rachid, voilà, voilà. Mais c'est vrai que donc je suis pas trop une référence parce que je devrais connaître un peu plus. Donc, c'est quoi la question? Est-ce que tu avais entendu parler de ces films? Alors, du coup, est-ce que tu, puisque ces films sont passionnants, est-ce que tu considères qu'il y a un problème et que finalement ces films qui sont un peu faits by us n'arrivent pas à trouver un public plus large que le for us, quoi? Évidemment. Après, je vais pas faire la paraphrase. Voilà, tout a déjà été dit. Et on peut aller encore bien plus loin dans le débat. De toute façon, c'est pas qu'un problème du cinéma. Moi, je viens de la danse. C'est un problème que je retrouve moi dans la personnalisation de mes propositions artistiques en tant que noir, en tant que personne qui aussi tout simplement qui propose des choses différentes. Donc voilà, ça reflète juste la société, quoi. Merci. Nora, c'est à vous. Oui, et je suis avec notre dernière invitée, Keira Mamri. Alors, toi, tu es réalisatrice. Tu as donc réalisé Don't Panic, qui était un film sur les rappeurs musulmans. On s'accroche à nos rêves sur les femmes dans le hip-hop. Nos plumes sur des écrivains et BDistes
pas tout à fait comme les autres et on en a vu tout à l'heure effectivement dans le blind test. Donc Faiza Gen, Berthé One, Rachid Jaï, Daniel Diablo et Rachid Santaki, donc qui nous a pitché tout à l'heure pas mal de choses aussi. Donc bonjour, je vous laisse vous dire bonjour, hein, je crois que vous vous êtes vus. Kaira, est-ce que quand on vient d'entendre, excuse-moi, j'ai pas retenu ton prénom. Patrick, quand Patrick dit... Césarisé. Césarisé, effectivement, césarisé avec Alice Diop. Toi, tes films, tu dirais aussi qu'ils ont eu du mal à trouver un public parce que mal distribués, parce que pas dans les bonnes cases, parce que quoi? Alors moi, j'ai de la chance, c'est que mes films trouvent un public, mais ils ne sont pas diffusés. Enfin, quand ils sont diffusés, il y a un public. Quand ils sont projetés, il y a un public. C'est la fréquence de la projection qui va être... Donc toi, tu as eu un distributeur? Moi, je n'ai pas de distributeur. Ah, tu n'as pas de... Alors comment tu fonctionnes sans distributeur? Parce qu'on a vu qu'il y avait le problème du CNC, mais il y a aussi le problème de la distribution. Mais le problème, c'est que c'est un cercle. Et si on n'a pas le CNC, on n'a rien qui suit. Si on n'a pas de producteur, on n'a rien qui suit. Et la distribution... Si tu n'as pas de CNC, c'est-à-dire que tu n'as pas d'aide, ça veut dire que tu n'as pas de producteur. Tu rentres pas dans le cercle. Il y a le distributeur, il y a le diffuseur, il y a le producteur. Et il y a le visa d'exploitation à la fin. Il y a tout ça. Tout ça, c'est dans le même cercle. Hein. Et c'est juste, la porte d'entrée, c'est la production et le CNC. Et après, tu peux toujours un peu te débrouiller. Il y a toujours des sentiers un peu parallèles et tout. Mais le vrai chemin, il est dans ce cercle-là. Et toi, donc, sans distributeur? Donc moi, sans distributeur, sans production, je réponds à la demande. C'est-à-dire que j'ai de la chance, entre guillemets, c'est que les gens ont entendu parler des films ou du film. Donc ils te contactent en fait directement. Pour faire des projections. Voilà. Au même titre, je pense, que ce qu'a fait Adnan avec 600 €. Il y a c'est Majid Attrape, Mantes-la-Jolie qui a fait. Ils l'ont fait aussi. Ouais. Donc il y a pas mal de films comme ça. Et un film peut exister. Qui existe en dehors en fait d'un circuit classique. Un film peut complètement exister en dehors du chemin classique, et encore heureux. Le truc, c'est que tu touches forcément moins de... C'est Jalil qui le disait tout à l'heure, tu touches moins de personnes si y a un film à côté qui a 500 bobines dans toute la France et ton film qui a juste une copie et qui traverse la France, tu touches pas le même nombre au final. Et comment tu les as financés du coup? Moi, je travaille à côté, je gagne de l'argent et je mets cet argent pour faire mes films. Donc c'est de l'autoproduction totale. Et pour revenir en fait à la thématique de notre soirée, comment est-ce que tu estimes qu'on peut braquer ce cinéma français sans haine et sans violence? Braquer, en vérité, il y a plein de solutions, mais moi je pense que la plus saine et celle qui serait la plus efficace, c'est juste que le CNC nous ouvre ses bras. C'est tout simple en vérité. Le CNC, c'est un système qui existe, qui est énorme, qui génère énormément d'argent, qui est notre argent à nous tous. Ça, il ne faut pas oublier de le rappeler. Et du coup, on n'a pas à créer une autre source, une autre façon une autre porte d'entrée. Elle est là, elle est belle, elle existe. Faut juste, en vérité, c'est juste au CNC. Tout à l'heure, Jonathan disait que quand il arrivait en plénière, il se trouve face à un jury où il n'y a que des vieux, que des blancs. C'est aussi ça qu'il faut. C'est le CNC qui doit changer en vérité. C'est pas à nous de braquer je ne sais comment et tout. C'est au CNC à un moment donné de se rendre compte qu'il y a moult cinéastes. Il va falloir ouvrir la porte, quoi. Mais pour leur survie à eux, il faut qu'ils nous ouvrent la porte. Pourquoi? Pour leur survie à eux, tu dirais que si tu fais pas cette place-là, à terme, ils vont passer à côté des talents. Le problème, c'est que le CNC va donc financer grosso modo 90% du cinéma français. Sauf que le cinéma français, d'après le CNC, ressemble beaucoup au parisien. Et aux Parisiens un peu blancs, un peu riches, un peu pas trop pauvres et tout ça. Ce que disait Madame tout à l'heure, c'est un cinéma où il n'y a jamais des gens qui ont les mêmes problèmes que moi, quoi. Mais j'ai même pas besoin qu'un film ait le même problème que moi. Je veux juste que des films ressemblent aux problèmes des uns et des autres. J'ai pas besoin qu'ils me ressemblent à moi. J'ai besoin qu'ils ressemblent à plein de gens. Et ça ressemble pas à plein de gens. Que ce soit au niveau des classes sociales, que ce soit au niveau des couleurs des gens, au niveau des rôles féminins, au niveau des handicaps, quels qu'ils soient, au niveau des différences, quelles qu'elles soient. Tout ça, ce n'est pas représentatif. Et c'est en ça que le CNC doit ouvrir. C'est pas juste, j'ai pas besoin qu'il ressemble à Kera.
J'ai besoin qu'il ressemble à tout le monde. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour faire un petit peu sauter ces c'est à freins eux, du CNC? c'est à eux. Enfin, je sais pas, il faudrait qu'il y ait des intermédiaires qui parlent au CNC. Tu crois qu'ils en ont pas conscience? Non, mais ils vivent dans leur bulle. Hein. Ils en ont... Non, je pense qu'ils nous voient là de haut comme ça. Oh, ils sont mignons, ils gigotent, ils font des films. Ils gigotent. De temps en temps, on leur donne des prix. Mais non, ils ont aucune conscience. Aucune conscience. On va prendre une dernière question via le hashtag forum ML93 OAL. Oui, il y a deux questions qui se ressemblent un peu. C'est est-ce que on pense que les réseaux sociaux sont un peu la seule voie de partage des cinéastes qui ne sont pas forcément du système? Est-ce que peut-être il ne faut pas, on parlait de réseau de distribution, peut-être il ne faut pas réinventer un nouvel style de plateforme qui se lance avec des nouveaux formats? Il ne faut peut-être pas réinventer aussi les nouveaux formats. Voilà. Ouais, je pense que c'est une complémentarité de tout ça. Rien n'empêche les gens de créer de nouvelles choses, mais rien n'empêche aussi que les vieilles choses se update. Tout bêtement. Enfin, ça peut être une addition de tout ça. Il faut que tout le monde gigote. Et l'un n'empêche pas l'autre. Il faut jouer collectif. On va conclure ce live avec celle qui l'a ouvert, en tout cas, Claire Diao, qui, je rappelle, ma chère Claire, sort cette revue indispensable qui s'appelle AO Télé et qui vient de sortir un bouquin très très cool qu'on va peut-être faire gagner ou... voilà, on va s'arranger en tout cas. Voilà. Elle a pas l'air d'accord, Claire. Non, pourquoi? Mais si, parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont devant leurs écrans, derrière leur écran, et qui ne sont pas avec nous n'auront pas la chance d'acheter un exemplaire dédicacé. C'est ça. Par la douce main de Claire Diao. Ça, vous ratez un queutru, les frères. Je vous le dis tout de suite. Claire, du coup, pour boucler la boucle, posons cette question qui a été un petit peu notre fil rouge tout au long de ce stream. Je l'ai dit à l'américaine de ce stream. Comment faut-il braquer le cinéma français sans haine ni violence? Oui, déjà sans haine ni violence, je crois que c'est le number one. Parce qu'en fait, dès qu'on se braque, on braque les gens en face. Donc, dès qu'on se positionne en agitateur, enfin, on l'a vu, hein, de toute façon, dans les quartiers, dès que les gens réagissent, on a l'impression que c'est eux qui attaquent, alors qu'en fait, ils réagissent en réaction à quelque chose. Et donc, à un moment donné, je trouve qu'ils sont très malins, tous ceux qui ont pris la parole, de faire leur film à leur manière, en fait, de pas être dans un... Il y a certains cinéastes, quand je les interviewe, ils me me disent j'ai peut-être eu tort une fois à une rencontre du CNC d'ouvrir ma bouche, j'aurais peut-être dû me taire, etc. Et je suis d'accord sur le fait qu'il y a tout un pan de la carte nationale qui n'existe pas dans l'imaginaire de ceux qui financent le cinéma, notamment parce que 90% des producteurs sont à Paris intramuros, donc au-delà du périph' c'est loin, le reste de la France c'est loin, les films qui sont tournés dans d'autres régions en France sont produits par des sociétés parisiennes, donc ça veut dire c'est les Parisiens qui se déplacent, donc ça veut encore dire c'est comme si plus rien n'existait. Les dom-toms on n'en parle même pas, ça n'existe pas, n'est-ce pas? La Réunion, voilà. Cinécourt, Elsa Damani qui initie et encourage les jeunes réalisateurs à La Réunion pour faire des courts-métrages et on l'espère des longs-métrages et elle est témoin number one de ça, que on vient de Paris pour venir tourner sur l'île avec une image donnée de l'île, etc. Donc il n'y a pas une solution. Effectivement, moi j'essaye d'accompagner le long métrage de Kéra, Nos Plumes, pour envoyer les films en festival, pour démarcher les chaînes télé, etc. Et je pense que comment braquer le cinéma, c'est un peu compliqué. Je suis aussi lectrice au CNC et je le vois. Elle s'était pas dénoncée. Oui, je me suis pas dénoncée. Mais non, il faut donner la parole à tout le monde. Mais pareil, je pense que ça a été un hasard qu'on me le propose. C'est qu'à un moment donné, on m'a vu et on s'est rendu compte que j'existais. Et en fait, je pense que c'est ça le problème de tous les cinéastes là, c'est qu'à un moment donné, ceux qui décident ne savent pas qu'ils existent. Donc, est-ce qu'il faut s'agiter pour être remarqué ou est-ce qu'il faut continuer? Moi, je pense qu'il faut suivre sa ligne et à un moment donné, ça bouge. Mais effectivement, dans les scénarios qu'on peut lire, il y a des fois des visions clichés. Il y a cette phrase que je déteste qui est dans une ville de province. Et à chaque fois, je suis un peu la seule à m'agiter pour dire mais ça veut dire quoi, province? Et on m'a quand même dit c'est une ville où on s'ennuie. Donc je suis désolée, il y a combien, 66 millions d'habitants en France, ça veut dire qu'il y a tant de villes que ça où on s'ennuie dans le pays et qu'on ne pourrait pas les représenter. Ou par exemple, il y a des personnages, on va dire, je sais pas, le cuisinier antillais, mais ça n'apporte rien à l'histoire. Donc ça veut dire qu'on présuppose que lui, il est antillais, que tous les autres ne le sont pas. Donc que pour lui, il faut le spécifier, mais tous les autres... Enfin voilà, il y a un vrai problème d'imaginaire et je pense...
Comment braquer? Comme ça, en faisant des forums, en faisant des festivals, comme l'a fait feu Aïcha Belaïdi, comme le fait Aurélie Cardin, comme le font L'Homme-Ja avec Génération Court, comme le font d'autres cinémas un peu plus ouverts qui essayent aussi de s'intéresser à ce qui se font. Je salue Vessal Lesouache, acteur d'Aubervilliers qui a traversé la route de Aubert à Pantin pour venir. Merci. Ouais. Non, enfin voilà, je pense qu'il y a plein de moyens et la preuve c'est que vous êtes là, mais je pense le constat un peu triste, c'est voilà, on a fait le blind test, j'ai dépouillé, je suis désolée pendant que vous parliez, et en le voyant je me suis dit aïe, en fait personne connaît ces films. Donc les gars se sont battus à faire des films, des longs métrages, certains ont eu des prix en festival, mais au vu du blind test, les gens ne les connaissent pas. Donc j'invite tous les programmateurs qui ont envie de les programmer de le faire, parce que en fait, si les gens font des films, c'est pour rencontrer le public, et donc c'est pour être vu. Il n'y a pas une histoire d'être sur la couve de Télérama ou la 4e de Libération, tant mieux si ça arrive. Mais je pense que si Kéra elle continue et qu'elle circule et qu'elle a invité jusqu'en Australie pour montrer ses films, c'est qu'il y a des gens intéressés pour débattre de ce qui est projeté, et c'est pas parce qu'on est minoritaire sur les écrans que ce qu'on raconte n'est pas important. Bravo Claire Diao, merci beaucoup. C'est évidemment la magie de ces films, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour les découvrir ou en tout cas les partager. Merci à toutes les équipes en tout cas qui nous ont reçus ici au Cartes, au magasin Généraux. J'embrasse évidemment tous les membres du Media Lab 93 et tous les gens de notre réseau. Demain commence aussi le forum des jeunes producteurs indépendants à la Maison de l'Homme. C'est ça, à la Maison de l'Homme. Donc n'hésitez pas à vous y rendre pour ce à la Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord. Voilà, c'est à Saint-Denis. À Saint-Denis, évidemment. À Saint-Denis en France et pas à La Réunion. Peut-être, je crois qu'ils aimeraient bien aussi le faire là-bas. Je remercie Nora, évidemment. Vous pouvez applaudir Nora, notre intervieweuse en chef. On peut aussi applaudir Wael qui a lu tous vos messages, évidemment. Et vous pouvez aussi vous applaudir, vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été avec nous. Et applaudir nos pitchers et nos invités. Évidemment, je ne veux pas les oublier, tous nos invités, tous les gens qui sont venus. Annan Traga, 600 €, Rachid Santaki qui écrit plein de scénarios, Kerama Meri, Nos Plumes, Jalil. Marie Madinier, Le Secret de la Banquise, Jalil Nassiri, La Plante Noire, Le Shtar. Laurence Lascari, l'Ascension et la Fédération des jeunes Yannick producteurs Mertens d'Afrotopia Yannick aussi. Mertens, Afrotopia. Et JP Zadi qui passe à la télé tous les vendredis à 22h30 sur C-Star dans sa nouvelle émission Tête de Wham. Jean-Pascal Zadi, tout à fait. Mesdames et messieurs, je suis Raphaël, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir. N'hésitez pas à partager cette vidéo puisqu'elle ne va pas mourir ce soir et à liker aussi cette page du Media Lab 93. C'était la deuxième édition du Forum Live Media Lab 93. J'aimerais bien la refaire. On peut pas le couper, mais j'aimerais bien la refaire avec style. C'était la deuxième édition du Forum Live du Media Lab 93. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Bonne soirée, salut.